Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par Celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec Celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leur performance et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser Celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.cellci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Ribé-Costa. Laetitia, bonjour. Bonjour Alexandre, enchantée. Alors, je suis très content de t'accueillir, Laetitia, dans le podcast. Je vais commencer par une question qui parfois dérange, et pas évident à répondre. Pourquoi les auditeurs devraient-ils te connaître? Oui. Eh bien, écoute, je pense que j'ai été invitée dans ce podcast et je t'en remercie d'ailleurs parce que justement, j'ai une expérience dans la vente depuis plusieurs années. Ça fait un peu plus de 12 ans que je travaille dans la vente et j'ai autant eu des postes de commerciale que de directrice commerciale ou que de consultante pour aider les entreprises à se développer et accélérer leur croissance. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui. Et sinon, de manière générale, apprendre à me connaître parce que je suis sympa. Et aussi parce que je pense que c'est toujours bien de pouvoir échanger, en fait. Échanger avec d'autres personnes, pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec d'autres personnes des expériences qui sont similaires ou pas forcément similaires, mais on apprend énormément en discutant de tout ça. Écoute, très bien. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet qui, à mon avis, intéresse beaucoup d'auditeurs. C'est l'accompagnement des équipes commerciales. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi cette année, j'ai eu la chance d'avoir un poste de directeur commercial et d'accompagner une dizaine de personnes. Et c'est forcément quelque chose qui n'est pas facile à gérer, puisqu'on gère de l'humain. Donc, je pense que c'est bien d'avoir ton feedback. On a préparé l'épisode en amont. Et ma deuxième question, donc, c'est pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet aujourd'hui? Oui, je pense que ça me tient particulièrement à cœur, tout simplement parce que dans le début de ma carrière professionnelle, je n'ai pas eu la chance d'être bien accompagnée. J'étais plutôt dans un environnement assez toxique. Et ça a été assez compliqué à gérer pour moi. J'ai remis beaucoup de choses en question et notamment mon potentiel de commercial. Et j'ai eu la chance ensuite d'intégrer d'autres structures où là, j'ai eu des bons managers qui m'ont fait avancer et manager ou manager eux qui m'ont fait avancer. Et c'est là où j'ai découvert en fait le pouvoir de l'accompagnement des équipes commerciales en fait. Et d'avoir un bon manager, un bon directeur, ça change tout. Ça change vraiment tout. Ouais, écoute, j'ai eu aussi un peu la même expérience, hein. C'est quand j'ai commencé ma carrière de commercial, j'étais un peu laissé de manière très autonome. On avait passé un téléphone, un ordi, ma voiture, on m'a dit débrouille-toi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai fait ça plusieurs années et après, j'ai découvert aussi l'importance d'être accompagné et de manière très régulière, hein. Je pense que la difficulté d'un commercial, c'est de rester motivé parce qu'on se prend des portes. Et si on Ouais. n'a personne qui nous soutient, qui nous donne des conseils, etc., ça peut être très difficile. Ouais. Absolument.
absolument. Alors, on va commencer. Tu m'as proposé plusieurs séquences, plusieurs chapitres pour ce podcast. Tu voulais d'abord nous parler de l'onboarding des nouveaux arrivants, parce que pour toi, ça commence par là, l'accompagnement des équipes commerciales. Qu'est-ce que Absolument. tu souhaites nous dire sur l'onboarding? Eh bien, de réussir son onboarding, en fait. Donc, autant pour la personne qui arrive que pour le manager qui accompagne cette personne, c'est vrai que le onboarding va faire toute la différence. Si on a une personne qui rentre dans un environnement où il y a de la structure, un environnement où on se sent euh, bienvenu, un environnement où on a des catch-up réguliers avec les personnes de son équipe, ses collaborateurs, ses collègues, mais aussi les autres personnes d'autres départements, par exemple, et surtout aussi un accompagnement de la part du manager qui est là, qui va faire un point au moins 3 fois par semaine, même si c'est un petit catch-up, juste dire alors comment c'était ta journée aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris. Je pense que ça change tout, en fait. Ça change vraiment tout. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, c'est une stat d'ailleurs qui est connue. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, loupent leur onboarding et s'en vont dans les 6 premiers mois de leur job. Et c'est un manque à gagner énorme pour l'entreprise, premièrement, qui a passé du temps à trouver cette personne, à la recruter, à faire passer les process, etc. Et à l'onboarder, du coup, pendant ces 6 mois, pour qu'à la fin, la personne, quand elle est enfin prête à faire le job, en fait, s'en va parce qu'elle a eu une mauvaise expérience au début. Et puis, c'est aussi dommage pour le collaborateur en soi, pareil, qui a passé du temps à faire les entretiens, qui s'est imaginé rentrer dans une entreprise. Et finalement, ça ne se passe pas du tout comme il pensait parce qu'il n'a pas l'accompagnement, il ou elle n'a pas l'accompagnement nécessaire. C'est vraiment dommage des deux côtés, en fait. Donc, très important ce onboarding. Très important d'avoir en fait un plan d'accompagnement pour la personne qui arrive, qu'elle sache exactement ma première semaine, je vais faire ça, ma deuxième semaine, je vais faire ça. À la fin de mon premier mois, voici ce qu'on attend de moi. Et donc ça, c'est au niveau des compétences, on va dire, des éléments de formation à avoir, mais il y a aussi bien sûr tout le côté personnel et tout le côté humain, où là, il y a aussi une importance cruciale d'avoir notamment les collègues qui sont là et qui font des catch-up réguliers. Avoir un buddy, c'est encore le mieux, bien sûr. Avoir une personne qui est là au quotidien, qui a fait le job, qui fait le job encore et qui est là pour te dire voici ce qu'il faut faire, évite ça parce que moi j'ai fait ça au début, ça n'a pas trop fonctionné, etc. Et aussi, moi, ce que je recommande également, c'est pas seulement le direct manager qui doit faire un catch-up avec cette personne, mais aussi la directrice ou directeur de commercial, enfin, au-dessus, on va dire, qui a aussi son importance, qui doit aussi prendre une demi-heure pour discuter avec la personne, la connaître, lui parler de la vision, la mission aussi qu'on a en tant qu'équipe et où est-ce qu'on veut aller. Si c'est une plus petite structure, que ce soit fait par notamment le CEO ou un des cofondateurs, ça c'est très important aussi. Donc voilà, et mettre en fait le collaborateur dans une situation où il se sent vraiment bien accueilli, où il se sent un peu presque chouchouté. Et bien sûr, ça va aider aux résultats et notamment commerciaux, parce que le commercial, et tu le disais très justement tout à l'heure, on est dans un environnement où parfois c'est dur, on peut se prendre des portes, et c'est important de se sentir cette bienveillance, en fait, sentir que les autres sont là pour nous. Ouais. Alors, j'ai fait un épisode il y a 2 ans sur l'onboarding, donc tu vois, ça peut faire vraiment l'objet d'un épisode à part entière. Donc, Complètement. tu nous as donné quelques conseils pour réussir son onboarding, avoir un plan d'accompagnement, avoir une sorte de mentor ou de comme tu l'appelais, buddy, impliquer le directeur commercial. Tu vois d'autres choses sur les conseils à donner et ensuite, je vais passer aux autres parties que tu as préparées. D'autres choses, non, je pense que oui, vraiment avoir cet environnement humain autour de soi et avoir des milestones en fait dans son calendrier, savoir exactement ce qui est attendu au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 90 jours.
Évidemment, avoir accès, bon, ça c'est une évidence, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai pas mentionné, mais avoir accès évidemment à tous les outils avant même qu'on arrive presque en fait. D'ailleurs, dans l'idéal, même le onboarding pour moi, il démarre même 2 ou 3 semaines avant que la personne arrive officiellement dans l'entreprise, où on va déjà l'inviter par exemple à une première réunion d'équipe où la personne va pouvoir se présenter, elle va pouvoir connaître les autres personnes et déjà aussi avoir accès, par exemple, à ces outils quelques jours avant, si c'est possible. C'est pas toujours possible, ça dépend des structures, hein. Il y a des structures qui peuvent le permettre, d'autres non. Avoir accès à ces outils quelques jours avant et aussi, pourquoi pas d'ailleurs, avoir envoyé du matériel de formation, au moins en tout cas autour de l'entreprise, les produits, ce genre de choses, quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent être envoyées en amont. Souvent, c'est du e-learning, ce que les personnes vont faire dans leur première semaine de onboarding. Donc, tout ça, c'est important. Très bien. Donc, première étape pour accompagner ces équipes commerciales, les accompagner quand elles sont recrutées, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, je voulais parler des différents profils de commerciaux dans une équipe. On va avoir, c'est souvent le cas, hein, des profils qui vont surperformer par rapport à d'autres personnes dans l'équipe, et on va aussi avoir des profils qui vont sous-performer. Et donc, selon toi, il faut les accompagner de manière différente. Alors, tu veux qu'on commence par parler de ceux qui surperforment ou plutôt ceux qui sous-performent? Euh, Déjà, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que donc là, on a choisi quelques thèmes, quelques sujets en rapport avec la performance des équipes commerciales, mais évidemment, il y a plein d'autres choses à dire autour de ça. Là, c'était en effet juste quelques sujets sur lesquels peut-être il n'y avait pas encore eu dans les podcasts des héros de la vente des sujets spécifiques sur ça. C'est pour ça qu'on en parle, mais ça va bien au-delà quand même. Je voudrais dire ça, ça va bien au-delà du onboarding et de la gestion de la sous-performance et de la surperformance. En termes de sous-performance, en fait, je pense que ce qui est important déjà, quand on a une personne qui n'est pas performante dans son job depuis au moins un trimestre, pardon, c'est déjà d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait avec cette personne. De toute façon, logiquement, le manager direct a un one-to-one toutes les semaines avec la personne. Donc, voit bien que cette personne-là est pas performante. Alors attention, quand je parle de non-performance au bout d'un trimestre, je ne parle pas de justement la phase de ramp-up qui vient après le onboarding. Ça, c'est différent. C'est pour ça que normalement, d'ailleurs, il y a des KPIs qui sont différents pendant la phase de ramp-up parce qu'on n'attend pas la même chose, évidemment, d'une personne qui arrive juste dans une entreprise que quelqu'un qui est là depuis au moins 6-8 mois. Ouais, un Donc, commercial, apparemment, dans les statistiques, mais c'est selon les secteurs, bien sûr, mais entre 6 mois et 1 an avant d'être performant. exactement, exactement. C'est pour ça que pour moi, avant 6 mois, en fait, on peut même pas parler de sous-performance. À partir de 6 mois, en effet, il faut voir comment la personne avance. Et donc, en fait, souvent, c'est des conversations qu'il va y avoir dans tous les cas déjà durant le trimestre, avant même qu'on arrive à la fin de ce premier trimestre qui peut-être ne va pas être successful, enfin qui ne va pas avoir les résultats escomptés. Et c'est avoir cette conversation durant les one-to-one entre le manager direct et la personne, le commercial, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment tu t'y prends. Il y a normalement aussi des indicateurs de performance qu'on suit. Donc, on va suivre, par exemple, le nombre d'appels que la personne a eu, d'appels de discovery. On va suivre aussi le nombre de démos que la personne a pu faire. On va suivre le nombre de new business qui est créé, de nouveaux clients, par exemple. Est-ce qu'il y a du nouveau pipeline qui rentre ou pas? Donc tout ça, ces indicateurs de performance permettent quand même, et normalement sont assez alignés avec tout le reste de l'équipe, hein, toutes les équipes ont à peu près les mêmes, dans le même type de segment, bien sûr. On va pouvoir voir du coup comment la personne est en train d'avancer au fur et à mesure de son trimestre et pouvoir envisager s'il y a des problématiques du training, du coaching, du mentoring et comprendre en fait d'où ça vient.
Et le pourquoi pourquoi on doit savoir d'où ça vient, poser la question qu'est-ce qui se passe aussi, c'est parce que un commercial, c'est une personne humaine tout simplement, qui peut parfois avoir aussi dans sa vie des désagréments, elle peut passer par des choses pas très agréables et bien sûr, ça peut avoir un impact sur le travail. Donc parfois, avoir quelqu'un qui est en sous-performance, c'est pas forcément quelqu'un qui ne peut pas faire le travail, qui ne sait pas faire le travail. Ça peut être quelqu'un qui passe par une situation personnelle compliquée et là, dans ces cas-là, c'est comprendre comment on peut l'accompagner, voir avec les RH s'il y a quelque chose qui peut être mis en place. Peut-être que cette personne a besoin d'un temps de repos. Il faut lui donner ce temps de repos-là pour qu'elle puisse se remettre d'aplomb. Si ce n'est pas quelque chose de personnel et que c'est vraiment lié au travail, là aussi, comprendre en fait ce qui se passe autour de ça. Est-ce que peut-être la personne est pas bien? Peut-être que son onboarding ne s'est pas bien passé justement et peut-être qu'elle ne se sent pas bien dans l'équipe. Ou bien peut-être qu'elle se sent très bien, mais elle n'arrive pas à performer parce que c'est peut-être un produit ou un service complètement différent de ce qu'elle avait auparavant à vendre et donc du coup n'arrive pas à trouver le bon pitch, n'arrive pas à trouver son positionnement, n'arrive pas à comprendre comment apporter de la valeur au client. Donc ça peut être dans ces cas-là, bien sûr, des questions de training. Ou bien tout simplement, ça peut être aussi des compétences à développer autour peut-être de la proposition de valeur qu'on peut apporter et autour, ou peut-être autour de la négociation ou peut-être autour de, je ne sais pas, des problématiques des Le problèmes télétravail, par exemple. Moi, ou de télétravail, oui, oui. j'ai déjà eu, tu vois, différents profils, certains qui, en fait, avoir trop d'autonomie en télétravail, ça les aidait pas. Et d'autres, au contraire, étaient très demandeurs d'avoir de l'autonomie en télétravail. Et donc, il fallait s'adapter à ces différents profils. Complètement, complètement. C'est vrai, ça peut être aussi ça, tout simplement. Et donc là, dans ces cas-là, quand c'est autour aussi, donc là, bon, c'est une situation particulière du télétravail, mais si c'est autour des compétences aussi, parfois, ça peut être avoir donc soit le training, la formation, comme je disais, mais ça peut être aussi un mentor, en fait. Parfois, c'est simplement aussi, on n'arrive pas à trouver son positionnement, avoir un mentor qui est là, qui a déjà fait le travail auparavant, qui a pu passer par ces difficultés-là et qui peut nous aider du coup à trouver notre place, à mieux se positionner si par exemple c'est une problématique dans le cycle de vente en fait. Ça peut être le cas. Et puis après, parfois, simplement aussi le coaching, en fait, en posant les bonnes questions et en essayant de faire en sorte que la personne trouve par elle-même les réponses. Parfois, les personnes sont bloquées par elles-mêmes, donc, notamment quand il y a des limiting beliefs, dont je ne sais pas le mot en français. Je ne sais pas si tu peux m'aider, limiting belief, non? Écoute, c'est la première fois que j'entends Des, ça. Donc, c'est des des croyances réunions. limitantes. Ouais, des Ah, croyances pardon. limitantes, je crois que c'est. Voilà. Donc, limiting belief, c'est le fait de. En fait, on se perçoit soi-même de quelque chose, mais qui est lié, par exemple, à une expérience passée et qui n'est pas du tout réalistique. En réalité, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est juste que on associe des choses extérieures à nous ou des choses qu'on a pu vivre dans le passé à quelque chose où on se dit bah, c'est ça en fait je suis en train de répéter exactement la même chose ou voilà. Donc on a une croyance limitante en fait et ça c'est horrible. Ça il faut tuer dans l'œuf bien sûr parce que ça empêche les personnes de performer. Euh, et donc, via le coaching, on va pouvoir justement accompagner la personne pour lui enlever ce limiting belief ou lui enlever, ça peut être des problématiques de confiance en soi aussi, d'autoconfiance, ça peut être des problématiques de comparaison aussi, où on se compare beaucoup aux autres et en fait, on est trop occupé à se comparer aux autres et on n'est pas assez dans son business à soi et avancer avec son propre business. Donc voilà, donc le coaching peut aider avec tout ça. Sur ce coaching, toi, tu es partisan de mettre des coachings de manière assez régulière sur les équipes, de manière routinière. Comment tu vois la chose? Comment tu as accompagné les entreprises là-dessus? Oui, alors donc moi je suis une grande fan du coaching. J'ai aussi fait un diplôme de coaching parce que ça m'a intéressée justement et j'ai eu la chance en fait lorsque j'étais chez LinkedIn
que ce soit un programme qui soit mis en place au sein de LinkedIn, le peer-to-peer coaching, où en fait, justement, ce qui était fait, c'est qu'on aidait des sales, des commerciaux, à développer leur capacité à être des coachs pour d'autres collègues à eux, et du coup de pouvoir en fait via un questionnement comment dire, via des questions en fait qui sont intelligentes, j'ai envie de dire, ou bien organisées, pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont coachées découvrent la réponse par elles-mêmes. Donc c'est vraiment ça en fait le coaching. Et je pense en effet, puisque je l'ai vu chez LinkedIn, donc je vois que c'est possible. C'est possible en effet dans une organisation de mettre en place des programmes de peer coaching où en fait ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui vont pouvoir coacher d'autres personnes. Mais pour ça, il faut apprendre bien sûr les techniques de coaching, apprendre à savoir ce qu'est la différence justement entre le coaching, le mentoring et le teaching qui sont différents. Donc entre donner, en fait, apprendre à quelqu'un comment il faut faire via une formation spécifique où là, c'est la personne ne sait pas, donc il faut lui apprendre. Le mentoring, c'est plutôt quelqu'un qui a déjà fait le job auparavant et qui va apporter son expérience pour pouvoir accompagner, guider une personne en donnant parfois vraiment des choses à faire en disant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça parce que la personne a déjà fait. Et le coaching, c'est pour n'importe quelle personne. On n'a pas forcément besoin d'être un spécialiste, d'être un expert du sujet pour pouvoir coacher une autre personne. Et ça, en effet, ça peut se mettre en place dans les entreprises. Et l'idéal, dans tous les cas, même si on ne peut pas mettre en place ce programme de peer-to-peer coaching, l'idéal quand même, c'est de pouvoir au moins donner ces compétences-là au manager. Un manager qui ne sait pas coacher peut être un manager qui va passer à côté en fait des éléments pour aider, pour accompagner son collaborateur, simplement parce que parfois aussi le rôle du manager, c'est pas simplement de dire comment faire en fait. En réalité, un manager, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est là pour donner l'impulsion, c'est quelqu'un qui est là pour guider, pour accompagner, pour faire en sorte que la personne se développe. C'est quelqu'un qui va être là pour enlever aussi toutes les barrières qu'ils peuvent avoir, que les personnes peuvent avoir dans le cadre de leur travail. C'est une personne qui va être là aussi pour parfois laisser faire une erreur, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc, un manager n'a pas forcément ce rôle qu'on peut voir parfois dans certaines structures, et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne fonctionne pas toujours très bien, où le manager veut se substituer en fait à son collaborateur. Il veut faire le boulot pour lui, il veut faire le boulot pour lui ou pour elle. Et ça, c'est une problématique qu'on peut rencontrer assez régulièrement dans les entreprises, et souvent aussi parce que les managers, directeurs commerciaux ont été auparavant des commerciaux eux-mêmes, souvent très bons d'ailleurs. Et c'est souvent quelque chose aussi qu'on voit où les entreprises vont naturellement en fait promouvoir un top performer dans un rôle de manager, mais sans forcément lui donner derrière les clés pour être manager. Et manager, comme tu le disais au tout début d'ailleurs, tu as dit c'est un vrai job à part entière, c'est différent d'être commercial, c'est un job humain en fait, c'est comment accompagner une personne humaine. Et là, il y a des compétences qu'il faut avoir, qu'il faut savoir développer, et ça ne se développe pas parce qu'on est un super performeur commercial. Ouais. Sur cette notion de coaching, vu que tu as passé un diplôme, as-tu quelques règles comme ça ou fondamentaux de quand tu coaches que quelqu'un? Parce que moi, dans ma tête, je suis un manager coach, mais en fait, si ça tombe, je ne respecte pas des règles essentielles du coaching. Je ne sais pas s'il y a des choses comme ça. Moi, par exemple, j'ai des règles quand tu donnes un feedback à quelqu'un. Tu vois, je me suis pas mal renseigné sur la science du feedback. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses comme ça que tu as en tête sur le coaching. Alors, en fait, je pense que oui, tu es un manager coach parce que quoi qu'il en soit, être un coach aussi, on pense par exemple au coach sportif, tu vois. Et être manager commercial, c'est aussi être quelque part un coach sportif pour les commerciaux. Donc, je pense que ce que tu fais, tu le fais très bien. Et c'est en effet cet accompagnement-là que tu dois avoir, d'être là pour peut-être en fait un peu une partie de mentor aussi que tu dois faire. Ayant déjà fait le job, tu sais un peu les travers parfois
de ce qu'il faut éviter ou par exemple, tu as pu avoir une expérience où tu sais que ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas peut-être dire à ton collaborateur, évite de faire ça parce que ça ne fonctionne pas trop, etc. Mais le coach, en fait, tel qu'on l'entend enfin, dans les écoles de coaching qui forment à des coachs pas forcément commerciaux, en fait, qui forment à des coachs professionnels qui peuvent être des coachs personnels ou exécutifs, d'accord. En fait, ce qu'on dit, c'est que vraiment le coach, c'est le copilote, en fait, on va dire, tu vois. Donc, tu es en train de conduire une voiture et le pilote de cette voiture, c'est le coachee, donc la personne qui se fait coacher. Et le coach est un copilote qui va, en fait, juste poser les bonnes questions pour faire réfléchir la personne par elle-même. Et ça part du principe qu'on a tous en soi la réponse à des questions qu'on peut avoir ou à des problèmes qu'on peut avoir où on se sent parfois bloqué. En réalité, on a tous en soi cette réponse, mais on ne sait pas forcément comment la trouver soi-même. Et c'est en ayant cette conversation avec un coach qui va te poser des questions pertinentes, orientées. Et pour ça, en effet, avoir fait la formation, ça m'aide parce qu'on m'a donné des méthodologies, des méthodes que je peux suivre, on m'a donné des exercices que je peux faire à des personnes pour se découvrir soi-même, pour découvrir leurs valeurs, par exemple, pour découvrir qu'est-ce qui est important pour elles dans leur vie, si on prend leur vie sur les 10 dernières années, par exemple. Mais il y a aussi les questions qu'on va pouvoir poser et dans quel ordre on va poser ces questions. Et ça peut avoir aussi son importance, bien sûr. Et c'est ce qui va faire que du coup, on va pouvoir permettre à cette personne d'arriver à ce que on adore tous en tant que coach, c'est quand la personne elle a son haha moment où en fait elle se dit ah ouais, en fait j'avais pas compris ça, mais là je viens de réaliser ça, mais elles l'ont fait par elles-mêmes, et ça c'est fantastique. Ça je trouve ça vraiment fantastique. Ouais, finalement, on en revient toujours à cette capacité à poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est un peu aussi une capacité qu'on demande aux commerciaux pendant leur rendez-vous client. Et là, Complètement. c'est adapté au coach ou au manager, c'est de poser aussi les bonnes questions au bon moment. Absolument. Et avoir ce programme de coaching au sein de son entreprise, c'est un bon moyen aussi pour développer en effet les compétences de ses commerciaux pour qu'ils soient de meilleurs commerciaux. Parce que la base d'un bon commercial, c'est l'écoute en réalité. C'est poser les bonnes questions, mais ensuite beaucoup écouter. Et c'est ce qu'on appelle le active listening, où en fait la personne va du coup pose les questions, écoute, ça amène d'autres questions, donc continue de poser d'autres questions plus en profondeur. Et c'est ça qui va faire qu'elle va avoir ensuite un spectre d'informations beaucoup plus large que si elle s'était contentée de suivre juste sa méthode de qualification, on va dire, du style un BANT, par exemple, et où en fait elle a des questions préfaites, mais ça, c'est pas ça qui fait que les personnes en face vont donner les informations nécessaires et capitales pour mieux comprendre le projet et le besoin du prospect et pouvoir derrière lui proposer la meilleure offre. Oui, tout à fait. Donc là, on a parlé des collaborateurs qui sont en difficulté. Qu'en est-il des collaborateurs qui, au contraire, dépassent les objectifs? On peut imaginer qu'il y a d'autres problématiques qui vont se poser, notamment la problématique d'évolution ou de se faire chasser. Quel conseil tu peux donner pour bien accompagner ce type de collaborateurs? Oui, alors du coup, juste pour finir aussi, parce que Ouais. du coup, c'est vrai qu'on a, on a avancé dans la discussion et je me rends compte maintenant que tu dis ça, j'ai oublié une partie dans les sous-performeurs. Donc, une fois qu'on a compris aussi ce qui se passe et si c'est aussi des problématiques peut-être d'organisation, de pas avoir suffisamment de travail fourni en fait efficace, il peut être nécessaire aussi de mettre en place un plan d'accompagnement qu'on va mettre en règle générale en place sur quelques semaines ou voire un trimestre au maximum avec des KPIs vraiment très précis sur Adapté, voici ce ouais. qu'on attend de toi, adapté aussi bien sûr. Mais ça fonctionne seulement si le manager aussi, il est là pour faire le point régulièrement avec son collaborateur et continuer du coup chaque semaine à faire ses one-to-one et à pouvoir et encourager en fait aussi.
faut toujours penser que quelqu'un qui est en sous-performance, c'est forcément aussi quelqu'un qui ne doit pas se sentir très bien. C'est jamais agréable quand on est un commercial d'être en sous-performance et de voir que les autres y arrivent et que nous, non. Donc forcément, c'est être là aussi pour encourager la personne, même des toutes petites choses qui se passent, même si ce n'est pas un gros succès, mais même un petit succès, lui dire, c'est super, regarde, tu as fait ça, tu as vu où ça t'a amené, c'est super. Tu vois, tu y es arrivé, continue comme ça va fonctionner. Donc voilà, donc il y a encore ça aussi, la sous-performance, c'est un gros sujet pour lequel on pourrait avoir presque un épisode complet. Et pour parler de top performers, en effet, et c'est tout aussi important d'accompagner également les top performers. Donc, ce qui peut se passer parfois, c'est que on a des top performers, ils sont un peu en roue libre parce que ça fonctionne super bien et on les laisse faire, on leur laisse leur autonomie. Et ça, c'est très bien, évidemment, il faut qu'ils soient autonomes et même, enfin, toutes les personnes doivent être autonomes, sauf un sous-performer qui a besoin de plus d'accompagnement. Et ce qui peut se passer, c'est qu'en effet, tu as raison, la personne soit peut potentiellement se lasser de son job, en avoir marre et avoir envie d'un nouveau challenge, peut avoir envie de partir ailleurs ou simplement est contacté, puisque les commerciaux sont extrêmement chassés en plus actuellement, donc est contacté sur LinkedIn ou via un chasseur de tête, etc. Et donc va partir. Et quand il y a un top performer qui part d'une entreprise et d'une équipe, ça n'a pas seulement une incidence en fait sur les résultats de l'équipe, mais ça a une vraie incidence aussi sur le moral des équipes. À chaque fois qu'il y a une personne qui s'en va d'une équipe, ça a son importance, sauf si la personne est toxique, mais ça c'est un autre sujet. Il faut essayer de ne pas avoir ce type de personne dans son équipe. Et donc, pour accompagner un top performer, c'est déjà comprendre. Encore une fois, ça passe toujours par le pourquoi la personne est là, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui lui donne envie de se réveiller tous les matins et de faire son boulot. Et c'est pas toujours une question d'argent. Donc oui, c'est vrai qu'accompagner un top performer en, par exemple, lui donnant une augmentation de salaire, ça peut l'aider à rester, mais pas tous. Tout le monde n'est pas motivé que par l'argent. Il y a des personnes qui ont besoin de se développer aussi, qui ont besoin de voir qu'elles apprennent. Et donc, c'est là de comprendre où est-ce qu'on peut, c'est au rôle du manager de comprendre où est-ce que je peux accompagner cette personne, comment je peux l'accompagner. Si cette personne a envie de se développer plus, en fait, de passer sur un autre segment. Imaginons quelqu'un qui travaille plutôt avec des petites entreprises et qui a envie de passer sur le segment des grosses entreprises. Comment on fait pour lui faire développer les compétences nécessaires? Peut-être qu'elle va avoir besoin d'un mentor pour ça et peut-être que dans mon entreprise, j'ai quelqu'un qui a déjà travaillé avec des large corporates et qui peut accompagner cette personne. Ou bien peut-être que cette personne a envie d'être manager ou team lead et on sent que cette personne a le potentiel en plus et du coup de voir comment on peut l'accompagner et lui déléguer peut-être quelques tâches managériales pour petit à petit pour qu'elle puisse les prendre et se faire la main dessus. Et ça va être aussi accompagné aussi en effet encore une fois le coaching, mieux comprendre qu'est-ce qui va driver cette personne, motiver cette personne, lui donner envie d'avancer et la reconnaissance aussi. Et la reconnaissance, pas forcément d'être un top performer. Ça peut être la reconnaissance aussi parce que la personne a travaillé dans un projet transverse qui apporte énormément à l'équipe parce que amène d'autres best practices d'une autre équipe, par exemple. Et ça aussi, reconnaître ça. Donc, ça va être tout ça, c'est important et parler aussi ouvertement, je pense. En tout cas, moi, je pense ça, et peut-être parce que je viens de LinkedIn et c'est ce qu'on nous disait à LinkedIn aussi, mais parler ouvertement de bah, c'est quoi ta prochaine étape en fait, où est-ce que tu veux aller, enfin, mais dans le sens aussi en dehors peut-être de l'entreprise, c'est ça que je veux dire, hein. En dehors de l'entreprise, est-ce que tu vois d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu regardes? Et ça permet de mieux comprendre. Mais ça, c'est comme un commercial, j'ai envie de dire. C'est comme un commercial qui pose la question à son prospect. Vous regardez aussi d'autres entreprises par rapport à ce projet-là que vous avez pour lequel on se parle aujourd'hui. C'est important de le savoir, ça aussi. Et c'est la même chose pour un manager de comprendre est-ce que son collaborateur a d'autres envies? Est-ce qu'il regarde peut-être aussi tout simplement un autre secteur d'activité. Peut-être que ce secteur-là d'activité ne lui plaît plus. Et du coup, si on devait en arriver aussi
à quelqu'un qui part de l'entreprise, notamment un top performer qui trouve un autre job, là, il y a aussi le off-boarding, parce qu'on a parlé du on-boarding tout à l'heure, mais c'est aussi comment on accompagne quelqu'un qui s'en va et comment on s'assure que cette personne s'en va dans les meilleures conditions et que du coup, elle ait une super image de l'entreprise où elle est passée, qu'il a formée et peut-être qu'elle y reviendra. Et ça, c'est super aussi quand parfois il y a une personne qui s'en va pour quelque raison que ce soit, parce que parfois il est possible aussi que le job que la personne a envie d'avoir n'est pas disponible dans l'entreprise. Peut-être que l'entreprise est trop petite aujourd'hui pour ça, ou pour d'autres raisons que ce soit. Peut-être que la personne va partir, va avoir une autre expérience ailleurs, et puis un jour va revenir au sein de votre entreprise, de ton entreprise, où là, elle sera encore plus forte, elle aura développé d'autres compétences, et elle aura aussi un autre regard. Et ça, c'est super aussi, les personnes qui reviennent. Ouais, c'est vrai que quand on manage des top performers et que très vite le sujet de l'évolution va arriver et il faut être assez transparent sur est-ce que l'entreprise est capable de proposer de nouveaux postes ou pas. Et effectivement, l'offboarding, on n'en a pas vraiment parlé dans le podcast, dans les épisodes pour l'instant. En général, j'ai l'impression que c'est pas tellement bien géré quand je discute avec les différents commerciaux ou directeurs commerciaux que je connais. Souvent, le départ des boîtes, ça se fait un peu en catimini. Là, est-ce que tu as des conseils là aussi quand on est une société pour bien accompagner un collaborateur sur son départ est-ce qu'il y a des choses aussi, là aussi, des pièges à éviter? Oui, la première chose, je dirais, c'est éviter de prétendre que la personne n'existe plus ou qu'elle ne fait plus partie déjà de l'entreprise alors qu'elle est encore là. Donc ça, c'est la Ouais, première chose. c'est un bon Et classique, ça. exactement. Après, je parle aussi. Alors, enfin non, j'allais dire, je parle aussi de offboarding quand la personne part en bon terme. Mais j'ai envie de dire, même quand elle part en mauvais terme, c'est aussi au rôle du manager, notamment direct, et aussi de l'entreprise et des RH notamment, de faire en sorte d'avoir, par exemple, les RH peuvent avoir un entretien aussi de fin de travail, de fin de mission, je ne sais pas comment on appelle ça, pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, qu'est-ce que tu as bien aimé chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce que toi tu continuerais de faire, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait arrêter parce que ça va pas du tout, ça fonctionne pas. Donc de faire cet examen aussi de conscience de la part de l'entreprise tout simplement. Et encore une fois, avoir un collaborateur qui part, et même si c'est dans des mauvaises conditions, ben, c'est essayer de comprendre pour pas répéter ça la prochaine fois en fait. Euh, et, euh, et donc là-dedans, en effet, il va y avoir aussi l'accompagnement de avoir un planning quelque part. Du coup, imaginons, tu pars dans 4 semaines, ton contrat s'arrête dans 4 semaines, mais voici ce qu'on va faire. Du coup, les 2 prochaines semaines, je vais te demander de finaliser tes dossiers, de passer les deals que tu as en cours en ce moment, par exemple le business que tu as, de le passer à telle et telle personne. Je veux que tu puisses introduire leur nouveau, par exemple, commercial aux entreprises que tu étais en train de prospecter. Et puis ensuite, que tu puisses faire ça et ça. Et puis à la fin, la dernière semaine, je te demanderai éventuellement d'envoyer un message à tout le monde. Et puis aussi, c'est organiser, par exemple, organiser une goodbye party, tu vois, de dire, écoute, tu t'en vas, mais on était heureux de t'avoir avec nous. Le temps que tu étais là, c'est super, tu nous as énormément apporté et on tient à te le dire. Et d'ailleurs, verbaliser tout ça, même durant le pot de départ, en fait, verbaliser tout ce que la personne a apporté et à quel point ça a été super qu'elle travaille. Et même, j'ai envie de dire, même un collaborateur ou peut-être on n'a pas eu une super relation avec cette personne, parce que aussi c'est des questions humaines, encore une fois, et que parfois un manager va peut-être pas avoir une super relation avec toutes les personnes qui l'encadrent, mais ça n'empêche qu'on voit forcément des forces et des qualités dans les personnes qu'on encadre, même quand personnellement, c'est peut-être pas la meilleure relation du monde, mais ça n'empêche, ces personnes-là ont des qualités et des forces, et c'est savoir aussi le dire et le reconnaître. Et encore une fois, voilà, laisser une marque positive de la part de l'entreprise, à la fois quand on rentre, mais aussi quand on sort. Et encore une fois, sortir, c'est pas toujours un adieu. Parfois, c'est juste un au revoir pour le moment et je reviendrai peut-être. Oui, c'est vrai que là aussi, j'ai eu plusieurs témoignages dans le podcast ou ailleurs de personnes qui vont passer plusieurs années et vraiment se donner corps et âme pour une entreprise. Et au moment du départ, finalement,
il n'y a pas d'offboarding, de pot de départ, des choses très simples. Et du coup, Oui. tu te dis, zut, je dépense tellement d'énergie pour cette société et finalement, je suis un numéro comme un autre. Donc, il faut faire attention à ça parce que finalement, un collaborateur qui part peut ensuite travailler chez un de vos clients et, comme tu dis, ou revenir peut-être dans l'entreprise. Et donc, le mieux, c'est de partir en bon terme parce que cette personne-là va pouvoir faire du bouche à oreille aussi, apporter du Exactement. business, plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Des nouveaux arrivants aussi peut apporter, parce qu'une personne peut Oui, partir parce qu'elle elle est limitée dans son développement et veut vraiment autre chose ou veut un autre secteur d'activité. Mais ça n'empêche qu'elle apprécie peut-être beaucoup l'entreprise et son manager ou sa manager et va recommander quelqu'un d'autre, par exemple, aussi pour le poste. Ça ouais, aussi, ça peut être une bonne. D'ailleurs, ça aussi, c'est une bonne pratique éventuellement quand quelqu'un annonce son départ, de lui poser la question. Ok, ben, félicitations, je suis super contente pour toi. Et est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander aussi pour le poste? Enfin, là, la conversation doit être un peu plus longue que ça, mais je raccourcis, mais aussi proposer à la personne, en effet, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait faire le bon poste ou même au sein de l'entreprise? Peut-être qu'elle a travaillé avec quelqu'un qu'elle pense être une bonne personne et qui a la capacité à prendre ce rôle-là. ouais. Et, Et par exemple, tu vois, quand on embauche quelqu'un, souvent, on lui propose un mois après de faire un rapport d'étonnement sur les bonnes oui. choses qu'il a vues dans l'entreprise ou les choses à améliorer. Et en Mhm, fait, on pourrait le faire aussi sur la personne, comme tu dis, qui part, son petit rapport d'étonnement à la fin pour dire, voilà ce qui a fonctionné avec moi, ce qui a moins fonctionné. Et moi, j'avais fait absolument. travailler un collaborateur sur le départ sur un playbook. Je suis très fan des playbooks. Je lui ai demandé est-ce que tu peux Mhm, revoir notre playbook pour le compléter et peut-être il y a des trous dans la raquette. mhm, Et effectivement, il y avait des trous dans la raquette. Il disait, tu vois, si vous recrutez quelqu'un, ça c'est vraiment important. Alors, et c'est pas écrit quelque part. Et mhm. ça lui avait beaucoup plu de travailler sur ce dossier avant de partir parce que c'était un travail plus de réflexion et de se poser. Et puis, les clients commençaient à passer chez un autre bizdev, donc il y Mhm. avait un peu moins de travail. Et ça, c'était un bon dossier pour lui sur lequel travailler. Ouais. Complètement. Ça, c'est une très bonne idée aussi, ouais. Très bonne idée également. De prendre le feedback des personnes sur les process, etc. aussi, ouais. Ouais. Écoute, Laetitia, on arrive à 40 minutes d'interview. C'est fou! Ça va vite, hein. Tout à l'heure, quand tu m'as dit tu vas voir, je vais te poser deux, trois questions et après on sera déjà à 40 minutes. J'ai la finesse, je pense pas que je vais parler autant. Mais en fait, je parle Ouais. beaucoup. Et je vais passer aux questions là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour compléter ce sujet? Alors, bien sûr, on est resté, on n'a pas non plus approfondi totalement le sujet, mais ça vous donne quelques conseils, quelques tips applicables. Est-ce qu'il y a, tu voulais ajouter une dernière chose sur ce sujet de l'accompagnement des équipes de force de vente? Oui, je pense que ce que je peux ajouter, et c'est vrai, tu as raison, on n'a pas du tout, là, on a vu quelques parties au sein de l'accompagnement des équipes commerciales. On n'a vraiment pas vu tous les sujets qu'on aurait pu voir. Et je voudrais rajouter qu'en fait, euh, pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est aussi l'authenticité tout le temps. L'authenticité du manager, du directeur, de la directrice. C'est montrer en fait que on est vraiment là pour accompagner les collaborateurs. C'est leur montrer qu'on est là pour eux. Et leur montrer, leur dire et leur montrer vraiment. Donc c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais qui font pas vraiment derrière et que quand il y a des situations compliquées, ne sont pas là pour aussi un peu protéger leurs collaborateurs. Et ça, c'est le rôle du manager aussi, bien sûr. Parfois, oui, il va y avoir des erreurs qui vont être faites, mais c'est au manager d'être là, de faire le tampon, de protéger et de dire, OK, qu'est-ce que tu as appris de ça du coup? Et comment on avance pour la prochaine fois et comment on fait pour éviter que ça se répète? Mais du coup, et comprendre que tout le monde fait des erreurs aussi d'ailleurs. Parce que les managers qui vont pour taper sur le dos de leurs collaborateurs parce que ça n'a pas fonctionné ou ils ont fait quelque chose, ils ont essayé quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est le pire, je pense. Quelqu'un qui essaye quelque chose de nouveau, qui tente quelque chose, une nouvelle approche et qui derrière se fait taper à la baguette par sa manager ou son manager en disant bah, tu vois, tu as essayé, mais ça n'a pas marché, je te l'avais dit. Non, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est aussi être bon, mais bon dans le sens de la bonté.
être aussi une bonne personne, en fait. Ça aussi, je pense que ça a énormément d'importance et je l'ai toujours entendu, en fait. Je l'ai toujours entendu aussi bien de camarades à moi qui me disaient ah, j'ai une super manager, elle est tout le temps là pour moi, elle est présente, elle est sympa, mais en même temps, elle sait aussi me dire quand les choses ne vont pas, etc. Que moi-même aussi, avoir vécu ça, avoir vécu la différence entre un bon manager et un mauvais manager et avoir vu ce que ça peut faire sur moi. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi aussi, c'est ce que j'aspire à être. Et jusqu'à présent, bon, j'ai plutôt eu des bons retours, même si j'ai aussi fait des erreurs. J'ai aussi fait des erreurs, notamment au début, quand j'étais dans mes premiers mois de manager. J'ai fait des erreurs et j'ai appris de ces erreurs. J'ai eu des feedbacks de la part de mes collaborateurs qui m'ont dit Laetitia, tu fais ci, tu fais ça. Et j'ai dit ah ouais, ok, ben, j'avais pas conscience, mais merci de me l'avoir dit. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et ça aussi, très important, savoir prendre le feedback de ses équipes, des personnes qui nous entourent, des personnes aussi en dehors de notre équipe, hein. Ça peut être aussi nos pairs, par exemple, mais ça peut être aussi des personnes dans d'autres départements qui peuvent parfois avoir des retours sur nous en tant que manager, qui peuvent avoir des retours sur les autres personnes et savoir écouter ça et se dire, OK, là, en effet, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment que je me remette en question. Et aussi, je pense, être un peu vulnérable, savoir montrer sa vulnérabilité quand on est un leader, c'est aussi montrer aux autres personnes qu'elles ont aussi cette possibilité d'être parfois un peu plus mal, d'être parfois un peu plus triste, d'être parfois, voilà. Sinon, les gens, après, bah, en fait, arrivent au boulot et sont pas honnêtes avec eux-mêmes et sont pas authentiques et ça va se ressentir. Oh, il y a tellement de choses à dire, en fait, Alexandre. Ouais. Écoute, on fera un Je vais deuxième m'arrêter épisode. là. On fera un deuxième épisode et puis tu nous expliqueras tout ça. Ça Sur les marche. questions de la fin, Laetitia, tu vas voir, ça va aller vite. J'en ai quelques-unes. J'en ai changé aussi dernièrement. Ça va être la surprise pour toi. Est-ce D'accord. qu'il y a une chose où tu as passé beaucoup de temps et cette chose, tu me conseilles de l'éviter? Est-ce que tu as fait une prise de conscience un peu tard sur ah oui, ça, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. La prochaine fois, je le ferai différemment. En tant Ça que peut être sur personne, en tant que professionnel, en tant que quoi? en tant que professionnel, tu vois, tu nous as parlé de management par exemple. Tu avais changé un état d'esprit à un moment donné. Mhm. Je sais bien que cette question n'est pas facile. Oui, alors attends, parce qu'en même temps que tu me parles, j'essaye de réfléchir. Oui, j'ai forcément eu ça, d'avoir des moments où j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses et me rendre compte que c'était pas, finalement, ça me menait nulle part. Peut-être à un moment, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais commerciale. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trop vouloir tout comprendre, tu vois, au lieu d'aller finalement dans le business. Alors voilà, donc je lisais beaucoup de choses. Voilà, oui, ça c'est un truc que je pense qu'il faut faire attention. Je pense que parfois on veut trop s'informer et on va pas assez dans le vif du sujet. Et Dans parfois, il faut l'action. juste y aller, en fait. Exactement, il faut aller dans l'action. C'est bien de s'informer, mais ça ne doit pas être un frein et ça ne doit surtout pas être un retardateur de l'action. Et parfois, allons juste dans l'action, faisons les choses, faisons des erreurs, mais au moins, c'est comme ça aussi qu'on apprend plus vite. Ça, Ouais, je pense que oui, vraiment. donc c'est l'état d'esprit que tu as changé, c'est comme disent les Anglais ou les Américains, c'est better done than perfect. Tu vois. C'est fait plutôt que trop Et peut-être penser la exactement. chose. Ouais. Exactement. Et ça, j'ai vraiment changé là-dessus. C'est vrai qu'auparavant, D'accord. j'étais plutôt une personne qui prenait beaucoup de temps à tout étudier, tout observer, analyser, parce que je suis un peu comme ça. En plus, je suis un peu bleue. Je sais pas si tu as déjà fait Ouais. le test des couleurs. Moi, je suis bleue et verte. Donc, forcément, moi, c'est analyse, analyse. Et oui, en fait, je me suis rendu compte que non, parfois, faut juste y aller, quoi. Vas-y, arrête d'analyser, vas-y, avance. Et tu feras des erreurs, en effet, sur le chemin, mais c'est comme ça que tu vas apprendre et tu vas apprendre encore plus vite. Ouais. Faut être un peu plus rouge. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas et que tu souhaiterais développer? Oui. Et alors, je ne sais pas si c'est une compétence, c'est plus
une façon, mais en même temps, j'aimerais bien le développer, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment moi? Je sais pas. En fait, c'est que je suis quelqu'un qui, moi, j'admire énormément les leaders qui prennent beaucoup de temps aussi pour construire la relation personnelle avec leurs collaborateurs et qui vont prendre le temps d'aller boire des coups avec eux, qui vont prendre le temps de vraiment les appeler régulièrement aussi sur le perso, etc. Et j'avoue que ça, en fait, alors c'est peut-être aussi dû au fait où j'ai aussi une famille avec deux jeunes enfants et donc du coup, j'ai aussi besoin de privilégier aussi mon temps avec eux. Et aussi, je pense que je suis un peu quelqu'un un petit peu introverti de manière générale j'aime bien garder un peu la distance aussi entre le perso et le pro. Et ça fait que parfois, en dirigeant une équipe, j'ai pu me rendre compte que j'avais des collègues qui arrivaient mieux sur cette partie-là, de créer la relation, le relationnel, parce que en fait, ils prenaient le temps d'aller boire des verres à la fin de la journée, ils prenaient le temps, mais régulièrement, tu vois, j'y allais aussi, mais beaucoup moins régulièrement. Ils prenaient le temps vraiment d'appeler à la fin de la journée aussi les collaborateurs, tu vois, pour le perso, etc., de créer une relation plus personnelle, en fait. Et ça, c'est vrai que j'aimerais bien trouver le juste milieu sans que ça prenne le pas sur ma vie perso non plus, mais peut-être d'y arriver un petit peu plus. Je ne suis pas la meilleure sur ça et j'aimerais bien être meilleure sur ça. Oui, et puis inversement, tu as des gens qui vont te dire Ouh là là, j'ai peut-être fait trop ami-ami avec mes collaborateurs et du coup, la frontière devient floue entre je suis ton manager ou je suis ton ami. Et quand il faut dire les Exactement. choses, ça devient plus compliqué. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Donc, Donc voilà, donc c'est trouver cet équilibre, ouais, c'est absolument. ça. C'est un Et je pense que je suis équilibre encore en subtil. train de le trouver. Ouais, exactement. Je suis déjà bien meilleure, mais je suis encore en train de le trouver. OK. Dernière question, Laetitia. Si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu donnes l'invitation à qui? Oui, alors en fait, j'ai surtout envie de te répondre à une femme, et notamment parce que j'ai vu ton petit post il n'y a pas très longtemps là-dessus, sur le fait que, et c'était hyper intéressant de voir qu'en effet, les femmes sont plus réticentes à faire du live quand les hommes, pas du tout. Ça, c'était vraiment intéressant. Et ce que tu as marqué dans ton post est, je pense, assez vrai. C'est vrai que c'est la manière dont on grandit les femmes. Alors, pas toutes les femmes, mais une majorité d'entre nous, en effet, et c'est tous les codes, en fait, de la société qu'on a autour de nous. C'est tout qui fait que c'est beaucoup plus normal pour nous de voir des hommes prendre la parole. Les hommes, par exemple, les politiciens, c'est souvent plus des politiciens que des politiciennes, même si ça le devient peut-être de plus en plus aujourd'hui. Les Mais dirigeants c'est d'entreprise. les dirigeants d'entreprise. Donc, c'est toujours ces mecs qui sont en costard-cravate et qui montrent une certaine autorité aussi. Et ça peut être déstabilisant, en effet, pour les femmes. Et moi, je sais que c'est le cas. Je sais que c'est le cas pour moi, par exemple, clairement. Et j'ai un vrai sentiment parfois de me sentir moins légitime qu'un homme. Horrible, horrible, mais c'est le cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi-même, quand tu m'as proposé de faire live ce post, je t'ai dit, ce podcast, je t'ai dit, écoute, est-ce qu'on peut d'abord faire l'enregistrement et ensuite on verra. En plus du fait que j'ai un vrai problème de public speaking de manière générale, aussi une compétence tiens, pour laquelle je travaille beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ravie de faire aussi ce podcast aujourd'hui parce que ça m'aide à dépasser ça, parce que c'est pas quelque chose qui est assez naturel pour moi. Et donc, je pense que invite des femmes, invite encore plus de femmes, montre des femmes. Et d'ailleurs, pour ça, tu sais quoi? On va faire la vidéo live. Voilà. D'accord. Et tu as une invitée à me proposer? Et j'en ai plusieurs. Il faut qu'elle parle français, par contre, hein, c'est ça? Ou tu le fais Oui, aussi en anglais? j'ai jamais fait en anglais, mais pourquoi pas, hein, Oui, et j'en ai plusieurs. J'ai plein de personnes auxquelles je pense, à qui Ouais. tu pourrais parler. Est-ce que ça doit être des personnes aussi dans la vente ou ça peut être des personnes en Non. RH, par exemple Oui, ça peut être, on peut élargir, bien sûr, on en rapprochera le sujet de la vente, mais ça peut être des RH, pas de problème.
Oui, j'ai notamment une nouvelle personne qui est arrivée dans mon réseau avec qui j'ai parlé dernièrement et que je pense qu'il ferait aussi une bonne invitée pour ton podcast. C'est Marion. Et je pourrais te donner du coup ses contacts si tu veux. Je pense que ça pourrait être une bonne personne aussi pour faire ce podcast. Mais j'en ai plein d'autres. J'ai aussi des personnes dans mon réseau auxquelles je pense et avec qui tu pourrais faire aussi ces interviews. Ok, bah écoute, très bien, je la contacterai. Et oui, pour finir sur ce post LinkedIn, c'est juste qu'effectivement, j'ai proposé à 5 femmes de venir dans le podcast et en fait, elles ne voulaient pas faire du live. Et du coup, j'en ai parlé à ma conjointe et effectivement, qui m'a dit, bah moi, parler en public, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Avant de poster le post, j'ai quand même envoyé mon post à d'autres copywriters, notamment Mhm, Nina Ramen, qui a beaucoup mhm, de posts sur le féminisme et qui m'ont mhm, quand même un peu corrigé parce que tu vois, il y a des trucs pas très, un peu maladroits. Bon, je me mhm, suis un peu fait reprendre alors par la jante féminine parce que je parle des filles. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion. J'aurais dû parler des femmes. Et par contre, mhm, pour la jante masculine, ce qui a dérangé, c'est que je parle de société patriarcale. Pourtant, moi, j'étais plutôt à l'aise avec ça. Donc c'était mhm. rigolo les réactions que je pouvais avoir, mais finalement de la part des femmes c'était très bienveillant et c'était plus du côté des hommes qui étaient moins d'accord sur le sujet. Comme quoi, Peut-être que c'était des hommes qui sont plus modernes aussi, qui ont répondu et qui ne se sont pas retrouvés dans cette société patriarcale. peut-être, ouais, peut-être. Mais je pense qu'en réalité, pour moi, il y a une vraie problématique autour de ça et on n'encourage pas assez les femmes à se mettre sur le devant de la scène et à prendre la parole. Et pas seulement prendre la parole, c'est pour beaucoup de choses en fait. C'est pour beaucoup de choses. Mais encore une fois, ça fera aussi l'objet d'un podcast À part entière, ouais. entier, à part entière, Ouais, même plus qu'un seul, je pense. ouais. Ben, écoute Laetitia, on a fini le podcast, donc merci beaucoup. Tu vois, on a tenu presque 1 heure, et Merci c'est à passé toi. très vite. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn. Absolument, absolument, sur LinkedIn, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. Et j'ai été ravie de faire ce podcast avec toi et j'espère qu'il y aura plein de femmes qui vont venir dans les héros de la vente. Mais n'empêche, suite à ce poste, il y en a plusieurs qui se sont proposés et qui vont passer dans le podcast. Donc, comme quoi, Ah, LinkedIn, super. c'est la magie de LinkedIn. Ouais. Absolument, absolument. À bientôt, Laetitia. Merci. À bientôt. Merci. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site leshéros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exploser ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!